Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai intitulée ainsi Des prises viticoles dans le Gaillacois, quelle valorisation pour les friches. Donc vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais concrètement en viticulture et comme un peu pour le reste de l'agriculture, c'est la hesse, c'est le bazar. Et il y a donc une déprise viticole qui est enclenchée actuellement. Déprise viticole qui est liée à plusieurs facteurs. D'une part, il y a le papy-boom agricole qui concerne toute la profession. La plupart des agriculteurs ont un âge qui est équivalent à celui de la retraite ou approchant. D'autre part, en ce qui concerne le secteur viticole, eh bien, il y a tout simplement une baisse de la consommation de vin. La faute, là encore, a plusieurs raisons. Il n'y a plus la consommation coutumière qu'on avait autrefois de vin. Voilà, la consommation journalière, elle disparaît plus ou moins. Il y a la concurrence d'autres alcools, les bières, les alcools forts. Donc les modes de consommation ont changé. Et puis il y a aussi des problématiques de production liées aux aléas climatiques, puisqu'il y a les problèmes liés aux canicules, mais aussi aux gels tardifs, qui ont tendance à être assez récurrents, et puis la grêle qu'on ne peut pas prévoir, mais qui, elle aussi, avec le réchauffement et dérèglement climatique, va être de plus en plus récurrente. Donc ça fait là trois raisons qui, mises ensemble, font que concrètement c'est un peu la cata pour le secteur viticole. Et donc est enclenché globalement à l'échelle de tout le territoire français. Et moi, pour ce qui me concerne, je vais parler du Gaillacois parce que c'est mon territoire. Et en agriculture, on ne peut être pertinent, me semble-t-il, qu'à l'échelle du micro. On ne peut pas extrapoler. Donc je vais partir de mon exemple à moi. Et ensuite, ce sera à d'autres de voir si les solutions que j'énonce peuvent être transposées sur d'autres territoires. Voilà, tout simplement. Donc le constat, c'est que c'est le bazar pour le secteur viticole. Et d'autre part, nous sommes aussi dans une perspective de décroissance et de fin annoncée du carbone fossile. Donc dans les années qui viennent, l'énergie va être plus rare et plus chère. Moins de carbone fossile, donc le carburant, ça veut dire qu'on va avoir besoin de plus de carbone, entre guillemets, actif, vivant pour compenser. Et donc il va falloir intensifier la végétalisation du territoire, chose qui ne va pas être aisée à cause de la raréfaction d'énergie d'une part, et d'autre à cause des excès du climat qui vont rendre les implantations de végétaux plus délicates. Et donc ce transfert énergétique qui a lieu actuellement, puisqu'en fait l'utilisation de matières fossiles, on pourrait comparer ça à ce qui s'est fait de tout temps en agriculture, à savoir le transfert de fertilité. Accumuler de la biomasse d'une surface vaste sur une surface plus concentrée afin de bénéficier d'un regain de fertilité sur cette zone plus restreinte qui est cultivée de façon intensive. Quand on se sert de pétrole, c'est la même chose, sauf que le transfert, au lieu d'avoir lieu de façon géographique, il a lieu de façon temporelle, puisque l'on se sert d'une forme de carbone concentré, le pétrole, qui a été accumulé pendant des millions d'années. Donc au lieu de faire un transfert géographique, on fait un transfert temporel. Ce transfert temporel étant amené à disparaître, il va falloir donc bénéficier de plus en plus de carbone à la surface du globe pour compenser, ce qui amène donc à la nécessité de produire un maximum de biomasse. Et étant donné que nous avons là des territoires qui partent en friche, plutôt que de les laisser bêtement en friche, il va falloir réfléchir à des utilisations optimisées afin de tout simplement tirer tous les profits de ces friches viticoles. Donc ces friches viticoles, ou du moins les parcelles actuelles viticoles qui seront potentiellement des friches, elles ont tout de même un avantage, c'est qu'elles sont situées en général dans les hauteurs du relief. Et dans une idée
de ressources moindres. Si l'on a besoin de faire des transferts de biomasse, donc là l'idée ce serait d'exporter une masse végétale produite sur les friches viticoles pour être accumulée dans les zones de bas-fond qui seront elles cultivées de façon intensive. Si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, je peux vous conseiller ma vidéo Quel avenir pour l'agriculture dans le sud-ouest, dans laquelle j'expliquais qu'il y a un scénario, un phénomène qui se passe déjà actuellement et qui va s'intensifier, à savoir l'abandon progressif des terres en coteaux, qui sont de fertilité moindre, et une surutilisation des parcelles en bas-fond, qui bénéficient de sols profonds, de sols fertiles, et qui sont plus faciles à travailler, car elles sont plates, tandis que les parcelles en coteaux nécessitent plus d'énergie pour être travaillées, et donc le rendement est moindre. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est qu'étant donné qu'elles sont situées en haut, si on doit, entre guillemets, pousser les branches, concrètement, c'est plus facile en partant du haut qu'en partant du bas vers le haut. Étant donné que je suis pépiniériste et spécialisé dans les arbres et arbustes mellifères, je propose que ces friches, au-delà de la production de biomasse, soient aussi utilisées pour la production de ressources florales pour les insectes et notamment pour les abeilles. Bon, bien entendu, on ne va pas nourrir la population avec du miel, mais néanmoins, c'est toujours une ressource en plus pour la biodiversité. Biodiversité que certains appelleraient fonctionnelle. Moi, je m'en fous un peu de ce concept de biodiversité fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, sans déconner, de biodiversité fonctionnelle? En fait, il y a des scientifiques qui utilisent le terme biodiversité fonctionnelle pour définir les insectes en fait, qui nous seraient utiles dans une vision productiviste. Moi, clairement, je m'en fous. Je préfère parler de biodiversité tout court. On favorise la biodiversité et après, on en bénéficie parce que c'est beau et parce que c'est la vie et sa diversité fait que c'est résilient. Mais pour moi, c'est pas nécessaire de parler de biodiversité fonctionnelle et de services écosystémiques, sans déconner. Pour moi, c'est du bullshit, ça. Je veux dire, ça sert à rien. C'est une vision productiviste assez ridicule. Enfin, trêve de digression. Donc, toujours est-il que je vous propose de planter des taillis à double fin, taillis à vocation de produire de la biomasse, et des taillis à la vocation de produire de la ressource florale pour tous les insectes. Et qui dit ressource florale dit aussi ressources en petits fruits, accessoirement pour les oiseaux, selon les espèces. Bon, pour l'instant, j'en suis qu'au début de ma réflexion, bien entendu. Je défriche, entre guillemets, mais je vois deux stratégies possibles. La première, c'est une stratégie low cost qui m'est venue en tête tout simplement via l'observation de ce qui se passe déjà actuellement. En fait, ce que l'on peut constater dans les vignes qui sont en transition vers la friche, les vignes qui ne sont plus cultivées, c'est qu'il y a 3 espèces qui s'implantent de façon spontanée. Enfin non, pardon, il y en a 2 qui s'implantent de façon spontanée. Et il y a 2 autres espèces que je vais mentionner parce que ce sont des espèces qui se propagent de façon spontanée en ville. Et donc, ces 4 espèces ont pour caractéristique commune, d'une part, d'être très rustiques, d'autre part, d'avoir une tendance naturelle à la dissémination. Je parle ici d'une stratégie low cost. Donc, cette stratégie low cost veut tirer profit de végétaux qui se disséminent spontanément. L'idée, c'est pas de planter toute la surface, c'est de planter une superficie, disons par exemple 20%, une superficie assez réduite de la parcelle, pour qu'ensuite ces végétaux qui se disséminent spontanément puissent coloniser la parcelle. Donc ils sont très rustiques, s'implantent naturellement, se disséminent sans aide extérieure, sans aide humaine, et ils s'implantent déjà aujourd'hui là où on les a plantés dans les milieux naturels, sans pour autant, je dirais, tout bouffer. Voilà, donc, bon, je sais pas. Si vous en parlez à un écologue, peut-être qu'il aura un avis divergent du mien. Quant à moi, je considère que pour ce qui a trait aux espèces invasives, en général, si elles sont vraiment problématiques, eh bien, on le voit, ça saute aux yeux. En fait,
il n'y a même plus de débat, tout simplement, c'est des plantes qui bouffent tout. Tandis que si il y a encore matière à débat, bon, voilà, c'est en général des plantes qui, en tout cas, dans mon cas, celles que je vais citer, et sur le territoire du Gaillacois, ce sont des plantes qui se disséminent un petit peu autour de leur aire de plantation, mais qui vont pas non plus tout coloniser et tout étouffer. Donc pour moi, ce ne sont pas des espèces problématiques pour la biodiversité locale existante. Ces 4 espèces, ce sont le Pyracantha, le Cotoneaster, le sumac de Virginie et l'arbre de Judée. Ce sont 4 espèces qui sont toutes les 4 des introductions horticoles. Je ne vais pas vous parler d'espèces champêtres, puisque si je vous parlais d'espèces champêtres, j'amènerais rien de nouveau en fait à la discussion. Le Cotoneaster, le sumac de Virginie et le Pyracantha fleurissent en mai-juin. Sont surtout intéressants au point de vue mellifère le Cotoneaster et le sumac de Virginie. Le sumac, sa floraison est très courte, elle dure malheureusement qu'une semaine, à peu près une semaine, 10 jours à tout casser, mais elle intervient à un moment très opportun, à savoir fin mai, aux alentours du 25, et je parle ici d'un calendrier floral tarnais, hein, vraiment à l'échelle locale. C'est pour ça que je parle vraiment de solutions en termes micro et pas en termes macro. À d'autres endroits, le calendrier floral va être décalé de seulement quelques semaines et ça va chambouler complètement mes hypothèses. Donc je parle bien ici de l'idée de solutions adaptées au vignoble du Gaillacois, et donc le sumac ici, chez nous, il fleurit entre le 20 mai et le 5 juin, et donc il fleurit juste après l'acacia. Il fleurit juste après l'acacia et il fleurit globalement avant les ronces. Et j'avais constaté cette année qu'il y avait eu un énorme creux floral fin mai, parce que tout simplement on n'a plus l'acacia. L'aubépine a également terminé sa floraison. Et le cornoiller est sur la toute fin. Il y a éventuellement seulement le troène qui fleurit plus ou moins à cette période, mais le troène n'est pas disponible en très grande quantité. Donc il fournit une ressource florale assez anecdotique. Donc le sumac fleurit fin mai et le Cotoneaster, lui, il fleurit en juin, première quinzaine de juin, voire jusqu'au solstice d'été si l'année est un peu tardive. Et donc au même moment que les premières ronces, mais toujours est-il que c'est aussi avant le châtaignier, où ça concomite un petit peu, mais ça reste... c'est pas une juxtaposition complète, voilà. Donc ces 2 espèces-ci sont très intéressantes pour ce créneau-là, quoi. Hein. Le fin mai, début juin, qui a tendance à être un peu vide, en tout cas, c'est l'observation que j'en ai fait cette année. Le Pyracantha, lui, il fleurit début mai. Donc bon, c'est un peu moins intéressant au point de vue mellifère, puisqu'il fleurit en même temps que l'acacia, que l'aubépine, que le cornouiller. Mais étant donné qu'il est hyper rustique et qu'il se développe, qu'il a tendance à se ressemer déjà spontanément dans les friches, qu'elles soient viticoles ou que ce soit des talus très arides, je l'ai mentionné tout simplement parce qu'il faisait partie du cortège. En ce qui concerne le sumac de Virginie, c'est pas un arbuste que l'on voit trop dans les friches viticoles, mais on le voit sur les talus, par exemple, parfois en bord de rocade, au bord du périph' toulousain, il y en a. Attention toutefois à ne pas confondre avec les lentes. Élanthe qui pourrait toutefois très bien rentrer dans cette liste d'espèces, mais que je n'ai pas cité car il fait débat concernant sa production de fleurs, parce qu'en fait apparemment ces fleurs donnent un goût de merde au miel. Donc voilà, mais il aurait très bien pu être... il a les mêmes caractéristiques de rusticité, donc j'aurais très bien pu le mentionner. L'arbre de Judée, on n'en voit pas non plus dans les friches pousser spontanément, mais il a tendance à se ressemer spontanément en ville, dans les interstices de trottoirs, à proximité d'arbres de Judée adultes, quoi. Donc il est très intéressant. Sa floraison est concomitante de celle du prunelier, début avril, donc c'est pas un moment où il y a encore énormément de ressources. Bon, il y a les saules, il y a les pruneliers, mais bon, je me dis pourquoi pas, ça peut toujours être utile. Et donc je l'ai intégré au mélange. Donc ces espèces qui se disséminent d'elles-mêmes,
il n'y a pas de nécessité de faire une plantation à haute densité. Et donc, mon hypothèse voilà, que j'aimais, si on voulait faire un essai, ce serait de faire une plantation à faible densité de l'ordre de 1 rang sur 5 par exemple, en parlant de rangs viticoles, hein, qui sont donc de, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 1,60 m un interrang de vigne. Donc en gros, ce serait un rang tous les 7-8 mètres, quoi. Ça, je pense que ça conviendrait très bien. Par exemple, si on a un petit papy qui part à la retraite, et puis il n'y a pas de volonté particulière de mettre des ronds pour avoir une valorisation de la parcelle. Et c'est donc pour ça que j'ai appelé la stratégie low cost. Maintenant, ma deuxième stratégie, ce serait la stratégie high cost, plantation plus onéreuse du moins. Ce serait en fait on part du même principe que la première stratégie, sauf que là on part sur des espèces choisies, donc une beaucoup plus grande diversité. Et ce sont toutes des espèces également résistantes à la sécheresse, mais qui fleurissent de façon plus échelonnée, pour proposer une palette de fleurs en été, en automne, parfois en sortie d'hiver, et donc avoir un calendrier floral beaucoup plus complet. Ce sont en revanche des espèces qui ne se multiplient pas spontanément, elles ne se propagent pas d'elles-mêmes, et donc il faut planter plus dense si on veut avoir une pseudo-canopée qui se développe à terme. Et c'est donc une stratégie plus coûteuse, bien que plus rentable au point de vue mellifère, et éventuellement plus rentable aussi en termes de biomasse, puisque j'y inclus également des arbres qui peuvent à terme produire plus de biomasse que des arbustes. Donc je vous ai fait un petit mélange d'espèces. On peut citer l'olivier, le palure qui est un arbuste épineux, au même titre que le pyracantha. Et donc ces deux arbustes peuvent, dans une logique d'utilisation de la biomasse et de transfert vers d'autres zones, vers des zones cultivées, ça pourrait être relou parce que ça entraîne des problèmes de manutention. Voilà, les espèces qui piquent, c'est toujours un peu relou à manipuler. Et donc c'est des espèces, voilà, il faut y réfléchir, quoi. Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce que c'est trop relou? À voir. Donc l'olivier, le palure, le myrte, le faux indigo, le buddleia de Weyer, le chèvrefeuille d'hiver. Et ensuite, en termes d'arbres, on a le sophora du Japon, le févier d'Amérique, l'orme de Chine et l'érable de Naples. Donc pareil, toutes des espèces très tolérantes au stress hydrique, qui possèdent un intérêt mellifère très supérieur. Intérêt mellifère qui est en plus complémentaire des floraisons champêtres, car ce sont toutes des espèces qui fleurissent en gros l'été, donc en juillet, août, voire septembre, ou très tôt en sortie d'hiver, en février-mars, donc pas de concurrence a priori avec les floraisons des arbres et arbustes indigènes. Pas de risque de propagation non plus, donc si on a si on fait face à des scientifiques réfractaires à l'implantation d'espèces qui se propagent spontanément, pourquoi pas. Je vous propose plutôt cette stratégie, qui est en revanche plus coûteuse, puisque là il faudrait faire une plantation à hauteur de puisque là il faudrait faire une plantation à densité d'un rang sur 3 si à terme on veut avoir une canopée, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. C'est un projet complètement inédit, peut-être loufoque, je sais pas. Enfin bon, moi je défriche, ça me fait bien marrer de creuser ce thème complètement vierge. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous souhaite une bonne journée.